Se désengager d'une personne peut être l'une des expériences les plus complexes et en même temps enrichissantes de la vie. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer non seulement les raisons pour lesquelles l'attachement émotionnel peut devenir un fardeau, mais aussi comment vous libérer de cette dépendance pour vivre une vie plus pleine et équilibrée. Des fondements psychologiques aux stratégies pratiques, le désengagement est un processus qui vous permettra de retrouver votre indépendance émotionnelle et de redécouvrir votre propre valeur, sans avoir besoin de vous accrocher à quelqu'un d'autre. Pour beaucoup, l'idée de se désengager d'une personne sonne comme une renonciation, comme laisser derrière soi des moments ou même des sentiments importants. Cependant, le désengagement ne consiste pas à oublier ou à éliminer des liens, mais à trouver un équilibre dans lequel vous pouvez être heureux avec vous-même et ne pas dépendre de la présence ou de l'approbation d'une autre personne. À la fin de cette vidéo, vous aurez appris comment aborder ce processus de manière constructive et saine pour que chaque jour, vous vous sentiez plus fort et libre émotionnellement. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une relation ou dans le souvenir de quelqu'un? Si c'est le cas, cette vidéo est pour vous. La promesse ici est simple. Nous vous montrerons comment faire les premiers pas pour vous désengager de quelqu'un et comment appliquer des stratégies pratiques pour que vous puissiez être heureux dans votre indépendance. Nous vous accompagnerons à chaque étape de ce voyage émotionnel, depuis la compréhension profonde de pourquoi l'attachement surgit, jusqu'à comment vous pouvez l'inverser avec des outils efficaces. De plus, nous vous donnerons des conseils pour renforcer votre amour propre, car cela sera votre pilier principal dans ce chemin de transformation. Au cours de la vidéo, nous explorerons les opinions de certains des psychologues les plus influents, de Sigmund Freud à Viktor Frankl et Martin Seligman. Leurs recherches et théories apportent une base solide pour comprendre comment se créent les liens émotionnels et comment ils peuvent se transformer. Nous inclurons également les idées du reconnu Rolando Goicoechea, dont les approches pratiques en matière d'amour-propre ont aidé beaucoup de gens à trouver la paix et la liberté émotionnelle. Alors, préparez-vous à commencer ce processus de désengagement. Cette vidéo vous offrira les connaissances et les outils dont vous avez besoin pour comprendre et gérer vos émotions, redécouvrir votre indépendance et, en fin de compte, vivre une vie pleine et équilibrée. Ne la manquez pas, car voici le premier pas vers une nouvelle façon de vous relier à vous-même. Se désengager d'une personne nécessite de comprendre le lien émotionnel et comment il fonctionne dans notre cerveau. L'attachement est en essence une construction émotionnelle que nous créons pour nous sentir en sécurité et protégés. Comme l'expliquait John Bowlby dans sa théorie de l'attachement, ce lien est essentiel dans les premières années de la vie, lorsque nous dépendons de nos soignants. Cependant, lorsque nous appliquons cette même dépendance émotionnelle dans nos relations d'adultes, nous pouvons tomber dans une dépendance toxique qui nous empêche d'être vraiment heureux. Dans ce sens, le psychologue Carl Rogers nous invite à reconnaître notre authenticité et celle de nos relations. Selon Rogers, le chemin vers une relation saine commence par l'acceptation de nous-mêmes tels que nous sommes, sans avoir besoin de chercher chez l'autre la validation que nous devrions nous donner nous-mêmes. Cette acceptation est le premier grand outil pour le désengagement, car plus nous nous acceptons, moins nous cherchons chez les autres ce qui nous manque. Sigmund Freud a également expliqué que les liens affectifs peuvent devenir complexes en raison de notre nature inconsciente. Freud croyait que beaucoup de nos émotions envers d'autres personnes sont influencées par des expériences passées non résolues. Ce concept est fondamental pour comprendre pourquoi parfois nous nous attachons si intensément. En guérissant ces traumatismes passés, nous pouvons commencer à libérer l'attachement que nous ressentons envers certaines personnes, laissant de la place pour des relations plus saines. Un autre grand nom de la psychologie, Melanie Klein, a souligné que beaucoup de nos attachements sont dus aux projections que nous mettons sur d'autres personnes. Elle soutenait que, souvent, nous projetons sur les autres nos besoins ou des aspects que nous voulons voir en nous-mêmes. Ce processus nous amène à idéaliser les personnes, rendant difficile le désengagement lorsque nous réalisons que cette image idéalisée ne correspond pas à la réalité. Reconnaître et retirer ces projections est essentiel pour cesser de dépendre émotionnellement de quelqu'un. Selon Viktor Frankl, le sens de la vie et de nos relations ne réside pas dans les autres, mais en nous-mêmes. Frankl, ayant survécu à des circonstances extrêmes, a découvert que notre force provient du sens que nous donnons à nos propres vies.
Cela signifie que, pour se désengager, il est essentiel que vous trouviez un but et une valeur dans votre vie qui ne dépendent pas d'une autre personne. Lorsque vous parvenez à définir ce but, vous réalisez que votre bien-être n'a pas à être lié à qui que ce soit d'autre. Beck, créateur de la thérapie cognitive, offre une autre perspective utile dans le processus de détachement. Il soutenait que nos croyances sont fondamentales pour la manière dont nous vivons nos relations. Si tu penses que tu as besoin de quelqu'un pour être heureux, cette croyance deviendra une réalité limitante. Mais si tu commences à changer cette croyance, en te disant que tu es suffisant et que tu peux être heureux par toi-même, ta réalité changera également. Modifier tes croyances est l'un des outils les plus puissants pour le détachement. Mieli, créateur du concept de flux, suggère que le bonheur surgit lorsque nous sommes pleinement immergés dans ce que nous faisons. Lorsque tu cherches des activités qui te passionnent et que tu t'y plonges, tu peux réduire ta dépendance émotionnelle, car tu trouves satisfaction dans quelque chose qui dépend uniquement de toi. Cet état de flux te permet de trouver des moments de paix et de bonheur authentique sans avoir besoin d'une autre personne pour combler ce vide. Martin Seligman, l'un des fondateurs de la psychologie positive, apporte également des idées clés pour se détacher. Selon Seligman, le bien-être se compose de 5 éléments: émotions positives, engagement, relation, signification et réalisation. En renforçant chacun de ces aspects dans ta vie, tu développes une base solide qui ne dépend pas d'une relation particulière, mais de la qualité de ta vie en général. Cela te permet de construire une vie pleine et autonome. Pour Skinner, le détachement peut également être compris sous l'angle du comportement. La théorie du conditionnement opérant de Skinner suggère que si tu souhaites te détacher, tu peux modifier tes comportements envers cette personne. Chaque fois que tu évites des comportements qui te poussent à penser ou à dépendre de cette personne, tu romps l'habitude. Avec le temps, ce changement de comportement diminue l'attachement et permet une plus grande indépendance émotionnelle. Daniel Kahneman, expert en psychologie du comportement, nous parle de la manière dont nos décisions sont influencées par nos émotions et nos souvenirs. Selon Kahneman, le détachement est plus facile lorsque nous comprenons que nos émotions sont temporaires. Parfois, ce que nous ressentons pour quelqu'un est basé sur des moments spécifiques, et lorsque nous reconnaissons cela, il est plus facile de se détacher de l'idée que cette personne est indispensable. Leon Festinger, qui a développé la théorie de la dissonance cognitive, nous aide également à comprendre le détachement. La dissonance cognitive se produit lorsque nos actions ne sont pas alignées avec nos croyances. Si nous croyons que nous devons quitter quelqu'un mais que nous restons attachés, nous créons une contradiction. Festinger suggère qu'en prenant des décisions claires et fermes, nous diminuons cette dissonance et parvenons à avancer dans le processus de détachement. Comme nous l'avons mentionné au début, il est également souligné que l'attachement a des racines profondes, mais que nous pouvons le reformuler pour créer des relations saines. Reconnaître nos tendances à l'attachement et être conscient de nos insécurités nous permet de nous détacher plus facilement, car nous comprenons mieux ce qui nous pousse à nous accrocher. L'autoconscience est fondamentale pour se libérer de ces dépendances émotionnelles. Rolando, dans son approche pratique de l'amour de soi, souligne que le détachement est l'art de savoir donner de l'espace et de respecter l'indépendance de chacun, y compris la sienne. Cette phrase nous rappelle que se détacher n'est pas seulement un acte de libération envers les autres, mais aussi une forme de respect et d'amour de soi. Au fur et à mesure que nous intégrons ce concept, nous comprenons que le détachement est une décision qui nous permet de vivre de manière plus pleine et authentique. Elisabeth Loftus, chercheuse en psychologie de la mémoire, suggère que le détachement est également un processus de réorganisation des souvenirs. Selon Loftus, beaucoup des émotions intenses que nous ressentons envers les autres sont influencées par la manière dont nous nous souvenons de certains événements. Si nous commençons à réinterpréter et redéfinir ces souvenirs, nous pouvons diminuer l'impact émotionnel et avancer vers le détachement. Howard Gardner, avec sa théorie des intelligences multiples, offre une perspective différente. Gardner soutient que chaque personne possède différentes compétences qui peuvent être renforcées pour atteindre un meilleur bien-être. En te concentrant sur tes propres compétences et en développant des domaines de ta vie qui te passionnent, tu peux réduire la dépendance émotionnelle et te concentrer sur ta propre croissance et satisfaction personnelle. Abraham Maslow et sa théorie de la hiérarchie des besoins
s'appliquent également dans ce contexte. Maslow nous rappelle que l'amour de soi et l'autoréalisation sont des besoins fondamentaux. En satisfaisant ces besoins internes, nous devenons moins enclins à dépendre des autres pour nous sentir complets. Au lieu de chercher la validation d'une autre personne, Maslow nous suggère de chercher le développement de notre potentiel personnel. Il soutient que nous apprenons par l'observation et l'imitation des autres. Si vous avez grandi dans un environnement où l'attachement émotionnel était la norme, il est possible que vous ayez appris à dépendre émotionnellement des autres. Bandura nous invite à observer des modèles d'indépendance et d'amour de soi pour ainsi adopter un mode de vie qui promeut le détachement sain. Erik Erikson, dans sa théorie des étapes du développement psychosocial, affirme que chaque étape de la vie implique une crise que nous devons résoudre pour avancer. Dans le cas du détachement, la crise peut être la dépendance émotionnelle envers une autre personne. Résoudre cette crise implique d'apprendre à être en paix avec soi-même et à avoir confiance en notre capacité à être heureux sans dépendre des autres. Enfin, Noam Chomsky nous rappelle que le langage et le dialogue intérieur sont puissants. Les mots que nous utilisons pour parler de nos relations peuvent influencer la manière dont nous les vivons. Si nous répétons constamment que nous avons besoin de quelqu'un, nous renforçons cette idée. Changer notre langage et nous dire que nous sommes suffisants par nous-mêmes est une façon de modifier notre perception et de commencer le processus de détachement. Le détachement n'est pas simplement cesser de penser à quelqu'un, mais un processus d'auto-compréhension et de changement de perspective où nous priorisons notre paix intérieure et notre amour de soi. Poursuivant cette idée, Carl Rogers souligne l'importance de l'auto-acceptation, suggérant que le détachement authentique n'intervient que lorsque nous nous acceptons pleinement nous-mêmes. Cela nous permet d'expérimenter des relations plus authentiques et moins dépendantes, car nous n'avons pas besoin qu'une autre personne nous fournisse la validation que nous avons déjà trouvée en nous. Sigmund Freud, qui a exploré l'inconscient et les impulsions émotionnelles, soutenait que l'attachement provient souvent de besoins non satisfaits durant notre enfance. Reconnaître cela et comprendre que nos émotions peuvent avoir des racines profondes dans des expériences passées nous aide à les traiter et à nous détacher de relations basées sur des projections de désirs inconscients. Cette compréhension est clé pour nous détacher de manière saine et consciente. Rolando Goicoechea insiste sur le fait que l'amour de soi est la base de toute relation saine, affirmant que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous ne vous aimez pas, il sera difficile d'aimer quelqu'un d'autre de manière équilibrée. Avec cette citation en tête, nous comprenons que pour nous détacher, il est crucial de cultiver l'amour de soi, car cela devient la racine de l'autonomie émotionnelle. Carl Jung, avec son concept d'ombre, soutient que souvent, les caractéristiques que nous admirons ou détestons chez les autres sont en réalité des aspects de nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas ou n'acceptons pas encore. Cela explique pourquoi parfois nous nous attachons intensément à quelqu'un. Cette personne représente une partie de nous que nous n'avons pas intégrée. Développer le détachement nécessite donc de travailler sur l'acceptation et l'intégration de ces ombres au lieu de les projeter sur les autres. Dans sa théorie de l'apprentissage social, Albert Bandura nous dit que nous apprenons par l'observation et l'imitation de modèles de comportement. Si nous avons grandi en observant des relations dépendantes, il est possible que nous répétions ces schémas. Cependant, en prenant conscience de cela, nous pouvons rechercher de nouveaux modèles d'indépendance et d'amour de soi et les appliquer dans notre vie pour nous détacher et vivre de manière plus équilibrée. Daniel Kahneman, expert en psychologie du comportement, explique que nos émotions peuvent déformer nos perceptions, nous amenant à idéaliser les personnes de manière peu réaliste. En pratiquant le détachement, nous devons nous rappeler que ce que nous ressentons est parfois une perception subjective et non une vérité absolue. Plus nous comprenons cette distorsion, plus il est facile de nous libérer de ces émotions intenses qui nous attachent à quelqu'un. Aaron Beck, dans son approche de la thérapie cognitive, nous invite à remettre en question nos pensées automatiques. Si nous pensons constamment « je ne peux pas vivre sans cette personne », nous créons une réalité de dépendance émotionnelle. Changer ces croyances et les remplacer par des pensées d'indépendance nous aide à diminuer l'attachement et à trouver la paix dans notre solitude. Cet exercice est fondamental dans le détachement. Le psychologue humaniste Abraham Maslow suggère que l'amour et l'autoréalisation sont des besoins inhérents à tous
et que lorsque ces besoins sont satisfaits, nous pouvons vivre pleinement. Nous expérimentons moins le besoin de dépendre des autres en consacrant du temps à développer notre potentiel et à découvrir nos passions. Nous réduisons notre besoin de dépendre émotionnellement des autres pour trouver satisfaction. Martin, avec son approche de la psychologie positive, suggère que nous devons construire une vie fondée sur des émotions positives et un sens du but personnel. En trouvant des activités qui nous font sentir accomplis et en établissant des objectifs personnels, nous diminuons le besoin de chercher notre bonheur chez quelqu'un d'autre. Cela s'aligne avec l'idée de détachement, où l'accent est mis sur l'autosatisfaction. Howard Gardner, dans sa théorie des intelligences multiples, propose que nous possédons tous différentes compétences que nous pouvons cultiver. En nous concentrant sur le développement de nos propres forces, nous trouvons en nous-mêmes une source de satisfaction qui ne dépend de personne d'autre. Cette approche aide à construire une vie riche et pleine, où l'attachement perd de sa force. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et créateur de la logothérapie, dit que le sens de la vie et de nos relations doit se trouver en nous-mêmes, pas chez les autres. Frank suggère qu'en cherchant notre but, nous pouvons trouver un sens qui nous renforce émotionnellement et réduit notre dépendance aux autres. C'est une leçon importante dans le processus de détachement. Rolando réaffirme cette idée lorsqu'il dit que se détacher n'est pas cesser d'aimer, mais s'aimer soi-même suffisamment pour ne pas dépendre des autres pour être heureux. Cette phrase encapsule l'essence du détachement. Trouver la plénitude en nous-mêmes sans chercher chez les autres ce que nous pouvons seuls nous donner. Mary Ainsworth, qui a étudié l'attachement chez les enfants, a découvert que les relations sécures permettent aux individus de développer une plus grande indépendance. Si nous appliquons cette théorie au détachement, nous comprenons qu'une relation saine nous donne la liberté de grandir individuellement, tandis qu'une relation de dépendance nous limite. L'objectif du détachement est donc de construire une relation avec nous-mêmes qui soit suffisamment sûre et satisfaisante pour que nous n'ayons besoin de dépendre de personne d'autre. Selon Jérôme Brunner, l'apprentissage est un processus actif de construction de connaissances. Dans le contexte du détachement, cela signifie que nous pouvons apprendre à être émotionnellement indépendants par la réflexion et la connaissance de soi. Développer le détachement est, dans un sens, un processus d'apprentissage dans lequel nous construisons une nouvelle façon de nous relier aux autres. La théorie de la dissonance cognitive de Léon Festinger nous rappelle que lorsque nos actions ne s'alignent pas avec nos croyances, nous ressentons de l'inconfort. Si nous désirons nous détacher, mais restons attachés à quelqu'un, cette dissonance nous cause de la souffrance. La solution consiste à prendre des mesures claires et fermes vers le détachement, ce qui réduira cet inconfort et nous permettra d'avancer. Skinner, avec sa théorie du conditionnement opérant, nous enseigne que pour nous détacher, nous pouvons commencer par éliminer les comportements qui renforcent notre attachement. Par exemple, si nous évitons les habitudes qui nous amènent à penser constamment à cette personne, nous pouvons rompre le cycle de dépendance et avancer vers une indépendance émotionnelle. Solomon Asch, qui a étudié la conformité sociale, nous avertit de l'influence des attentes des autres sur nos décisions. Parfois, nous nous sentons liés à quelqu'un parce que la société ou notre environnement nous le suggère. Le détachement implique également de remettre en question ces conditionnements et d'apprendre à prendre des décisions par nous-mêmes sans dépendre de ce que les autres pensent. Erik Erikson, dans sa théorie du développement psychosocial, explique que chaque étape de la vie implique une crise que nous devons surmonter. Dans le processus de détachement, cette crise peut être la dépendance émotionnelle envers quelqu'un. La surmonter implique de reconnaître notre valeur et de développer une sécurité émotionnelle qui ne dépend pas d'une autre personne. La théorie de la mémoire reconstructive d'Elizabeth Loftus nous dit que les souvenirs peuvent se déformer avec le temps. Si nous nous rappelons constamment uniquement des moments positifs avec une personne, il est probable que nous idéalisons la relation. Se souvenir des faits de manière équilibrée nous aide à voir la relation telle qu'elle était réellement, facilitant ainsi le détachement. Rolando nous rappelle que le détachement n'est pas une destination, mais un processus. Comme il le dit, se détacher est une pratique quotidienne, un rappel constant que ta paix est plus importante que tout attachement émotionnel. Avec cette approche, nous comprenons que le détachement est une décision que nous prenons chaque jour et que, avec le temps, ce choix devient la base de notre liberté émotionnelle.
Marina avait toujours été une personne émotionnellement engagée, de celles qui mettent leur cœur dans chaque relation et se donnent entièrement aux sentiments. Depuis qu'elle a rencontré Samuel, sa vie tournait autour de lui. Il semblait avoir tout, charme, intelligence et un sourire qui éclairait tout ce qui l'entourait. Elle était tombée profondément amoureuse, mais avec le temps, le poids de la relation commença à s'incliner d'un seul côté. Alors qu'elle mettait toute son énergie à maintenir le lien, Samuel devenait distant, de plus en plus absent, la laissant piéger dans une relation de dépendance émotionnelle dont elle ne pouvait s'échapper. Une nuit, après une conversation où Samuel avait clairement exprimé qu'il avait besoin d'espace, Marina se sentit plus seule que jamais. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais il lui était difficile d'imaginer sa vie sans lui. Les souvenirs des moments heureux affluaient dans son esprit, et la peur de perdre cette connexion la remplissait d'angoisse. Cependant, au milieu de sa tristesse, elle se souvint d'une phrase qu'elle avait récemment lue. « Se désengager, ce n'est pas cesser d'aimer, c'est s'aimer soi-même suffisamment pour ne pas dépendre d'un autre pour être heureux. » C'était d'un auteur qui l'avait interpellé, Rolando. Avec cette phrase en tête, Marina commença à se demander combien de bonheur dépendait réellement de Samuel. Elle se rendit compte qu'elle avait négligé de nombreux aspects de sa vie et qu'elle était devenue une ombre de ce qu'elle avait été. Elle décida que, bien que cela fasse mal, il était temps de changer. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas continuer à chercher en Samuel la paix et la stabilité qu'elle devait trouver en elle-même. Elle commença ainsi un nouveau chemin. Un chemin qui impliquait de se défaire de l'attachement et de retrouver son indépendance. Le lendemain, Marina fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle se regarda dans le miroir et se dit à elle-même qu'elle était suffisante, qu'elle n'avait besoin de personne pour être heureuse. Au début, ces mots sonnèrent vides, presque comme un écho sans force, mais elle décida que, même si elle ne le ressentait pas à ce moment-là, elle répétait cette phrase jusqu'à ce que son cœur commence à y croire. C'était un petit pas, mais c'était le premier pas vers sa liberté émotionnelle. Elle décida aussi d'éviter de voir les réseaux sociaux de Samuel, l'une des choses qui la tourmentait le plus. Elle savait qu'à chaque fois qu'elle voyait ses photos ou ses publications, la douleur revenait plus forte. Elle se rappela les enseignements de Daniel Goleman sur la façon dont nos émotions distordent notre perception et décida de ne pas permettre à cette distorsion de la faire reculer. Elle désinstalla les applications, respira profondément et ressentit une légère paix en réalisant qu'elle avait le contrôle sur ses choix. Les premiers jours furent durs. Il y avait des moments où elle ressentait la tentation de trouver une excuse pour parler à Samuel ou simplement pour lui rappeler combien elle l'aimait. Cependant, chaque fois que ce besoin surgissait, elle prenait un crayon et écrivait dans un carnet ses pensées, un conseil qu'elle avait lu de Carl Rogers sur l'auto-acceptation et la connaissance de soi. Elle notait tout ce qu'elle ressentait sans se juger, se permettant d'être vulnérable. À mesure qu'elle remplissait les pages, elle sentait que chaque mot était un petit pas vers sa liberté. Quelques semaines passèrent, et Marina décida de reprendre ses activités préférées, celles qu'elle avait abandonnées depuis le début de sa relation avec Samuel. Elle commença à prendre des cours de peinture, une passion qu'elle avait laissée de côté. À chaque coup de pinceau sur la toile, elle sentait que l'attachement se dissipait peu à peu. Plongée dans ses couleurs, elle trouvait des moments de paix, cet état de flux dont parlait Mihaly Csikszentmihalyi, où les pensées disparaissent, et seul le présent demeure. Un des jours où elle rentrait de son cours de peinture, elle croisa une amie dans le café qu'elle fréquentait. L'amie lui fit remarquer comme elle avait noté un changement chez elle, comme elle paraissait plus tranquille, plus heureuse. Marina, surprise, réalisa que, bien que le processus fût lent, quelque chose en elle était en train de changer. Elle commençait à voir le monde avec d'autres yeux et pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que son bonheur ne dépendait pas de quelqu'un d'autre. Le souvenir de Samuel continuait d'apparaître de temps à autre, mais Marina ne le voyait plus comme avant. En réfléchissant à son attachement, elle comprit qu'elle avait idéalisé Samuel, projetant sur lui ses désirs et ses peurs, comme l'expliquait Carl Jung dans ses écrits. Samuel n'était pas responsable de combler ses vides émotionnels, cette responsabilité était uniquement la sienne. Chaque jour qui passait,
Elle sentait qu'elle récupérait une partie d'elle-même, une partie qui avait été perdue sous le poids de cette dépendance. Déterminée à continuer son processus de désengagement, Marina avançait sur son chemin vers la liberté. Marina a commencé à consacrer du temps à ses projets personnels. Elle avait rêvé d'écrire un livre de poésie depuis des années, et maintenant, dans son temps libre, elle s'asseyait à son bureau et laissait couler ses pensées en vers. Chaque poème était un reflet de son processus intérieur, de ses émotions et de son désir de laisser derrière elle ce qui ne lui servait plus. Une nuit, tandis qu'elle écrivait, elle se souvint d'une autre citation de Rolando Goicoechea. « Se détacher est une pratique quotidienne, un rappel constant que ta paix est plus importante que tout attachement émotionnel. » Ces mots lui donnèrent la force de continuer, de ne pas renoncer dans ces moments où la nostalgie la frappait avec force. Elle décida que sa paix serait sa priorité et que, bien que le chemin du détachement fût difficile, le résultat en valait la peine. Avec le temps, Marina commença à apprécier la solitude d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Elle commença à apprécier les petits moments de tranquillité, le calme d'un après-midi à lire un livre ou la satisfaction d'avoir atteint un petit objectif personnel. Elle sentait qu'elle avait trouvé une stabilité qui ne dépendait de personne d'autre, et bien que le souvenir de Samuel persistait encore, il n'était plus un besoin, mais un souvenir. Chaque pas qu'elle faisait lui rappelait qu'en fin de compte, le détachement n'était pas un acte d'oubli, mais d'amour-propre. Elle comprit que, comme le disait Viktor Frankl, le sens de la vie et de ses relations se trouvait en elle-même, dans la façon dont elle décidait de vivre et dans la manière dont elle valorisait chaque instant. En cessant de chercher ce sens en Samuel, elle découvrait une paix qui lui avait jusqu'alors été inconnue. Avec le temps, Marina commença à apprécier ces moments où elle était seule. Chaque recoin de sa maison, chaque objet dans son environnement commençait à prendre un nouveau sens. La paix qu'elle ressentait était une présence constante et tranquille. Un jour, alors qu'elle préparait une tasse de thé, elle s'arrêta et se rendit compte qu'elle avait cessé de vérifier son téléphone en permanence, cherchant un message de Samuel. Cet acte simple de ne plus le chercher lui montra combien elle avait avancé dans son processus de détachement. Malgré cela, le souvenir de Samuel apparaissait de temps en temps comme une ombre passagère. Au lieu de résister à ses pensées, Marina décida d'accepter qu'elle faisait partie de son histoire et que chaque souvenir avait un but. Elle se rappela les mots d'Elisabeth sur la façon dont notre mémoire est flexible et comprit qu'elle pouvait réinterpréter ces moments non pas depuis la douleur, mais depuis la gratitude pour ce qu'il lui avait enseigné. L'un des apprentissages les plus précieux que Marina avait acquis durant ce temps était celui de vivre en paix avec elle-même. Au lieu de se juger ou de se blâmer pour ce qu'elle avait vécu, elle choisit de se regarder avec compassion, réalisant que l'amour-propre impliquait aussi de se pardonner. Comme le disait Carl Rogers, « Lorsque je m'accepte tel que je suis, je peux changer. » Cette acceptation fut une révélation pour Marina, qui voyait désormais sa vie avec une nouvelle perspective. Lors d'une de ses promenades matinales, Marina s'arrêta pour observer un arbre solitaire dans le parc. Il y avait quelque chose dans cette image qui lui rappelait son propre processus. Les arbres n'ont pas besoin des autres pour grandir, ils se nourrissent de l'environnement. Mais leur force provient de leur propre intérieur. Cette analogie lui donna un nouveau sens à son détachement. Elle ne cherchait plus quelqu'un pour la soutenir. Elle était l'arbre fort, enraciné dans sa propre essence. Un après-midi, alors qu'elle marchait dans la ville, elle croisa soudainement Samuel. Son cœur fit un bond et, pendant un instant, elle sentit que tous ses progrès pouvaient s'effondrer. Cependant, à ce moment-là, elle se souvint d'une phrase de Rolando qui l'avait beaucoup aidée. Se détacher, c'est reconnaître que la paix n'est pas dans l'autre personne, mais en soi-même. Avec cette phrase en tête, elle sourit calmement, salua Samuel et continua son chemin sans s'arrêter, ressentant une paix qu'elle n'avait jamais imaginée. Cette expérience lui confirma que son processus portait ses fruits, qu'elle ne dépendait plus des réactions ou de la présence de Samuel pour se sentir complète. La force qu'elle avait cultivée lui permettait d'avancer librement, sans attache ni attente. Cette nuit-là, chez elle, elle réfléchit à la manière dont sa perception de l'amour avait changé. Elle comprenait maintenant que l'amour ne devait pas faire mal et qu'il pouvait être un acte de liberté, non de possession. Les mois passèrent
et Marina continua de se concentrer sur ses propres projets. Elle commença à collaborer avec un groupe d'artistes locaux, ce qui lui offrit l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes partageant ses intérêts. Chaque conversation, chaque rire et chaque moment de créativité lui confirmait que la vie était bien plus qu'une relation ou une personne spécifique. Marina était devenue quelqu'un qui appréciait sa propre compagnie et qui valorisait chaque instant. Les souvenirs de Samuel étaient désormais un écho, une partie de son passé qu'elle ne souffrait plus de se remémorer. Elle avait atteint un nouveau niveau. Marina se trouvait en paix intérieure, ce qui lui permettait de regarder en arrière sans tristesse, mais avec gratitude pour ce qu'elle avait appris. La présence de Samuel dans sa vie lui avait enseigné des leçons qu'elle n'oublierait jamais, mais elle comprenait aussi qu'il était temps de continuer à avancer, de construire une vie où elle serait la protagoniste. Un jour, Marina reçoit une invitation à exposer ses œuvres dans une galerie locale. C'était un rêve devenu réalité. En se préparant pour l'exposition, elle ressentit un mélange d'émotion et de gratitude d'être arrivée à ce moment. Elle savait que cette opportunité était le fruit de ses efforts et de sa décision de se détacher et de se concentrer sur ce qui la rendait vraiment heureuse. Cet accomplissement était le sien et de personne d'autre, fruit de sa propre croissance. La nuit de l'exposition, entre félicitations et rires, Marina se rendit compte qu'elle avait enfin trouvé sa place, un espace où elle se sentait entière. Elle comprit que l'amour de soi n'était pas seulement un concept, mais une réalité tangible qui lui permettait de vivre en paix avec elle-même et son environnement. En observant ses peintures, elle se remémora les nuits solitaires où elle luttait contre la nostalgie, et elle se sentit fière de chaque pas qu'elle avait franchi dans son processus de détachement. Peu après, lors d'une conversation avec une amie qui traversait une situation similaire, Marina partagea son expérience. « Se détacher ne signifie pas que tu arrêteras d'aimer, » lui dit-elle. « Cela signifie que tu peux aimer sans te perdre dans le processus. » Au fil des mois, elle avait appris que le détachement n'était pas une renonciation à l'amour, mais une manière de s'aimer elle-même sans dépendre de quiconque pour être heureuse. Rolando avait joué un rôle important dans son processus et Marina recommanda à son amie certains de ses cours, comme le défi 30 jours d'amour de soi qu'elle avait elle-même suivi. Elle comprenait que chacun avait son propre chemin, mais elle savait que l'accent mis sur l'amour de soi et le détachement pouvait être une ressource précieuse pour beaucoup, tout comme cela l'avait été pour elle. Cette conversation fut un autre rappel de combien elle avait grandi. Marina savait qu'elle avait maintenant la force d'aider les autres dans leur propre cheminement. Elle sentit qu'en partageant ses apprentissages, elle honorait aussi sa propre histoire, une histoire de lutte, d'amour et finalement de paix. Elle n'avait plus besoin de chercher des réponses chez les autres. Les réponses se trouvaient en elle-même, à chaque pas qu'elle faisait. Sa vie était désormais remplie de projets, d'amitiés sincères et d'un but clair. Ce qui avait autrefois été un lien de dépendance se transforma en symbole de sa croissance. Chaque fois qu'elle pensait à Samuel, elle le faisait avec gratitude, mais plus avec nostalgie. Elle avait appris à lâcher prise sans douleur et à valoriser l'amour dans sa forme la plus pure, celui qui ne cherche pas à posséder, mais qui libère. Marina se rendit compte que, bien que le processus de détachement ait été difficile, il l'avait conduite à un lieu de paix et de réalisation personnelle. Elle se souvint des mots de Victor Franco, qui disait que le véritable sens de la vie réside en soi, pas dans les relations avec les autres. Marina sentit qu'elle avait enfin trouvé ce sens. Dans les jours qui suivirent, elle décida d'écrire son expérience dans un blog, espérant que cela pourrait inspirer d'autres personnes traversant des situations similaires. Son histoire était la preuve que le détachement n'est pas une fin, mais un commencement, une invitation à vivre de manière authentique et libre. Avec chaque mot qu'elle écrivait, elle se remémorait son propre voyage et sentait que chaque moment en valait la peine. Sa vie avait pris un tournant qu'elle n'avait jamais imaginé possible lorsqu'elle était piégée dans la dépendance émotionnelle. Mais maintenant, avec chaque jour qui passait, Marina était de plus en plus consciente que la paix qu'elle ressentait était le plus beau cadeau qu'elle ait pu se faire. Elle savait que cette paix était inébranlable, car elle ne dépendait de personne d'autre, seulement d'elle-même. L'histoire de Marina est celle d'une transformation et d'un amour de soi. À travers le détachement, elle découvrit que la véritable liberté se trouve en soi-même et que seulement lorsque nous sommes capables de lâcher prise,
nous pouvons vivre en harmonie. Ainsi se termine cette étape de sa vie, avec la certitude qu'à la fin de la journée, son bonheur et sa paix sont le meilleur témoignage de son chemin vers le détachement. L'histoire de Marina est un parcours profond à travers les complexités de l'attachement et la douleur de se détacher. Au cours de son processus, nous voyons que la dépendance émotionnelle n'est pas quelque chose que l'on surmonte du jour au lendemain. C'est un chemin de découverte de soi qui exige patience et courage. Ce que nous pouvons remarquer, c'est comment Marina commence avec une forte dépendance, un besoin de Samuel qui semble fondamental pour son bonheur. Au début, sa vie tourne autour de lui et elle est incapable d'imaginer une réalité sans sa présence. L'un des premiers pas significatifs dans son processus de détachement se produit lorsqu'elle réalise qu'elle a abandonné des aspects importants de sa vie et de son identité pour être avec Samuel. Ici, nous voyons l'importance de reconnaître combien de soi-même on a donné à la relation. Ce type d'auto-évaluation est crucial parce que, sans s'en rendre compte, Marina avait laissé de côté des activités et des passions qui la définissaient auparavant. La récupération de son identité devient le premier grand accomplissement de son chemin vers le détachement. Au fur et à mesure que Marina commence à reprendre des activités comme la peinture, nous pouvons observer comment elle se reconnecte avec une partie d'elle qui était endormie. Cet aspect est clé dans tout processus de détachement, car il implique de nourrir l'individualité. En se reconnectant avec ce qui la passionne, Marina ne se contente pas de se distraire, elle commence à trouver satisfaction et joie dans quelque chose qui dépend uniquement d'elle-même. Cette reconnexion avec ses passe-temps et ses compétences est un élément essentiel pour que sa vie cesse de tourner autour de quelqu'un d'autre. Lors de sa rencontre avec Samuel dans la rue, Marina fait face à une épreuve cruciale de son avancement. La manière dont elle gère la situation démontre une croissance significative. Au lieu de revenir à la dépendance émotionnelle, elle maintient sa paix et continue d'avancer. Cela reflète comment le détachement n'implique pas nécessairement de cesser de ressentir, mais d'apprendre à contrôler les émotions et les réactions. À ce moment-là, Marina choisit son bien-être plutôt que le besoin de s'accrocher à quelqu'un. La décision de désinstaller les réseaux sociaux et d'éviter de consulter les publications de Samuel est un autre pas important dans son processus. Avec cette décision, Marina montre qu'elle est prête à mettre en œuvre les changements nécessaires pour protéger sa paix mentale. La discipline à ce stade est fondamentale, car l'attachement se nourrit parfois de l'obsession ou du besoin constant de voir ce que fait l'autre personne. En coupant ce lien numérique, Marina réduit l'intensité de ses émotions. L'écriture et le processus de mettre ses pensées sur papier représentent une technique thérapeutique qui lui permet de traiter ses sentiments sans dépendre d'une autre personne. Cet acte d'écrire ne libère pas seulement des émotions réprimées, mais l'aide aussi à voir ses pensées sous un angle plus objectif. Marina utilise le soin de soi et l'autoréflexion comme outil pour mieux se connaître et réduire l'impact émotionnel que Samuel avait sur elle. Au fil du temps, Marina commence à construire une nouvelle vie dans laquelle elle s'entoure d'amis et d'activités qui nourrissent sa croissance. Cet aspect est fondamental, car il montre comment le détachement implique également de construire une nouvelle réalité, où les liens émotionnels ne reposent pas sur la dépendance, mais sur une compagnie authentique. La création d'un réseau de soutien véritable donne à Marina la stabilité qu'elle cherchait auparavant dans une seule personne. L'exposition de ses peintures symbolise l'aboutissement de son processus de détachement. Cet accomplissement personnel est une manifestation tangible de son indépendance et de sa capacité à créer quelque chose de précieux sans avoir besoin de personne d'autre. Marina trouve dans son succès personnel une manière de réaffirmer sa valeur, quelque chose que la dépendance émotionnelle lui avait enlevé par le passé. Ce moment lui permet de comprendre que sa vie a un but et un sens par elle-même. L'acte de partager son histoire avec une amie qui traversait une situation similaire est un reflet de sa croissance. Marina ne se sent pas seulement libre et en paix, mais elle peut aussi aider les autres dans leur processus de détachement. Ce rôle de guide ou de mentor dans son cercle d'amis lui permet de consolider son propre apprentissage et de renforcer les valeurs qu'elle a acquises. En aidant les autres, Marina trouve un but plus grand dans son propre voyage. L'analogie de l'arbre que Marina observe dans le parc est un symbole de son indépendance. Les arbres poussent dans la solitude, avec des racines profondes qui les soutiennent. Marina, en s'identifiant à cette image,
comprend que sa vie doit être construite sur sa propre force, sans dépendre d'un soutien externe. C'est un changement radical dans sa vie, car cela représente une transition de la dépendance émotionnelle vers l'autosuffisance. Un autre aspect important est comment Marina réinterprète ses souvenirs avec Samuel. En suivant les principes d'Elisabeth sur la mémoire, elle commence à voir ces moments sous un angle différent. Au lieu de s'y accrocher avec nostalgie, elle les transforme en leçons de vie. Ce processus de réinterprétation des souvenirs est essentiel pour qu'elle puisse lâcher prise définitivement, car elle ne s'accroche plus à ces moments, ni ne les considère comme la base de son bonheur. Le détachement de Marina lui permet également de découvrir que sa véritable force ne dépend pas de sa relation avec une autre personne. Ce changement interne est fondamental, car il implique qu'elle est arrivée à un endroit où la dépendance ne fait plus partie de sa vie. Émotionnellement, ce n'est plus nécessaire. Son sentiment de sécurité émane désormais de son intérieur, de sa capacité à affronter la vie avec confiance en soi et sérénité tout au long de son processus. Marina se rend compte que, bien que Samuel ait été important dans sa vie, elle est capable de trouver le sens de son existence par elle-même. C'est l'un des enseignements les plus précieux du détachement. Reconnaître qu'aucune personne ne doit être le centre de notre univers. Marina comprend que sa paix et son bonheur sont de sa responsabilité et que seule elle a le pouvoir de construire la vie qu'elle désire. Le dialogue intérieur que Marina développe est un autre aspect clé de son processus. En changeant la manière dont elle se voit, elle remplace les pensées de dépendance par des affirmations d'amour propre. Ce changement dans le langage intérieur renforce son estime de soi et l'aide à rompre avec la narration de besoins émotionnels envers Samuel. La paix que Marina éprouve à la fin de son processus est l'aboutissement de son voyage d'auto-découverte. Cette paix intérieure n'est pas quelque chose que quelqu'un lui a donné, mais quelque chose qu'elle a cultivé avec son effort et sa dévotion. Ce type de paix est plus profond et durable, car il ne dépend pas de facteurs externes qui peuvent changer à tout moment. En rétrospective, le processus de détachement de Marina révèle également que l'attachement n'est pas seulement une connexion émotionnelle, mais une façon de fuir soi-même. En se détachant de Samuel, Marina réalise qu'elle fuyait aussi certaines peurs et insécurités internes. Affronter ces aspects d'elle-même lui permet de grandir et de devenir une personne plus forte et plus complète. Marina réussit à transformer son histoire d'attachement en une expérience de compréhension de soi. Son processus lui enseigne que le véritable amour-propre implique de reconnaître sa propre valeur et de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour valider ce sentiment. C'est le point culminant de son voyage, la certitude qu'elle est suffisante et qu'elle n'a besoin de personne d'autre pour se sentir complète. Chaque pas qu'elle a fait vers le détachement lui a permis de découvrir sa force. L'histoire de Marina est un rappel que nous pouvons tous apprendre à être heureux avec nous-mêmes, sans dépendre de quelqu'un d'autre. Son expérience démontre que le détachement n'est pas la fin d'une relation, mais le début d'une nouvelle façon de s'aimer soi-même. Après son expérience avec Samuel, Marina a compris que l'amour-propre devait être la base de toute relation qu'elle souhaitait construire à l'avenir. Elle ne cherchait plus une connexion qui la définirait, ni quelqu'un de qui dépendre émotionnellement. À la place, elle voulait un lien sincère et authentique. C'est alors qu'elle se souvint d'un conseil qu'elle avait lu de Rolando. D'abord, sois ami de la personne. Elle se demande alors, que se serait-il passé si, au début de la relation, même en tant qu'ami, tu l'avais d'abord inclus dans ton groupe d'amis et que tu l'avais observé comment il se comportait à ce moment-là avant de créer ta première relation sexuelle, avant de créer ce lien affectif, avant de lui ouvrir ta porte, le grand investissement émotionnel que cela représente. Alors elle resta là, comme si elle avait vu cela à temps. Et peut-être que c'est un geste d'arrogance ou d'insécurité. Si tu es très observateur, tu ne finis pas par voir des incohérences chez quelqu'un qui porte un masque avec toi. Cela m'a permis de créer cette dynamique et je dois aussi être honnête à ce sujet. C'est la première fois que je le fais. Cela fait 1 an et, honnêtement, je ne sais pas si c'est le mieux, mais ça fonctionne. Le fait d'inclure quelqu'un qui me plaît dans mon groupe d'amis et de l'observer me permet de dire « Ah, d'accord, voilà comment elle se comporte quand il y a de l'attention masculine. Voilà comment elle se comporte quand elle peut boire sans penser à qui l'observe. Voilà comment elle se comporte quand elle a besoin de sentir qu'elle a le contrôle. » Donc, comme cela ne m'affecte plus de la voir ainsi, parce qu'à un moment donné, si je sortais avec quelqu'un et voyais tout cela,
Je justifiais beaucoup cette attitude. J'essayais de faire en sorte qu'elle corresponde à mon modèle idéal de comment elle devrait être pour que je sois avec elle. Oui, souvent nous normalisons tout, surtout lorsque nous sommes dans ce processus de « Oh, je l'aime, je suis fou d'elle ». Nous voyons tout cela comme super normal. Donc, « Oh, elle ne s'est pas saoulée et elle est super joyeuse ». Et c'est là, non pas si charmante, quel homme si ouvert. En gros, nous normalisons tout. Mais en réalité, lorsque nous entrons dans la relation, oh mon Dieu, que s'est-il passé ici? Bien sûr, nous normalisons tout. Oui, précisément, au début, ces petits détails, ces petites choses que nous avons tendance à ignorer au début, ils se terminent par se transformer en ce qui est le pire, ce petit monstre, ce bébé monstre. Avec le temps, il se transforme en ogre. Rencontrer quelqu'un dans ce monde te permettra de savoir s'il est vraiment digne d'un attachement émotionnel plus profond. Cette idée résonna profondément en elle et elle décide que, si un jour elle tombait amoureuse, ce serait sur une base solide d'amitié. Un jour, alors qu'elle assistait à une réunion d'un groupe d'art, elle rencontra Daniel, un garçon qui partageait son amour pour la peinture et la littérature. Au début, Marina ne pensait pas beaucoup à lui, au-delà de la connexion en tant que collègues artistes. Cependant, avec le temps, elle découvrit que Daniel était quelqu'un avec qui elle pouvait parler de tout, des sujets profonds aux bêtises qui la faisaient rire jusqu'à l'épuisement. Leur conversation s'allongeait et, d'une certaine manière, chacune d'elles lui apportait un sentiment de paix et de bien-être. Le conseil de Rolando lui revenait en tête dans des moments comme ceux-là. Marina n'avait pas hâte et ne ressentait pas l'urgence de transformer cette amitié en quelque chose de plus. Contrairement à sa relation avec Samuel, ici il n'y avait pas d'anxiété ni de doute. Elle profitait simplement de la compagnie de Daniel, de son soutien et de la confiance qu'elle commençait peu à peu à construire en lui. C'était comme si, pour la première fois, elle avait la liberté d'être elle-même sans craindre d'être jugée. Avec le temps, son lien avec Daniel grandissait. Marina commença à réaliser que même si elle se sentait de plus en plus proche de lui, elle avait appris à être patiente. Ce lien d'amitié lui donnait une base solide, lui permettant de le connaître de manière authentique, sans attente ni pression. De plus, le temps lui permettait de voir des aspects de Daniel qui lui auraient échappé auparavant. Par exemple, elle remarquait comment il traitait ses amis et sa famille, et la gentillesse et le respect avec lesquels il s'adressait aux gens. L'idée de commencer une relation à partir d'une profonde amitié lui semblait libératrice. Rolando disait que l'attachement en soi n'était pas mauvais, mais la dépendance envers quelqu'un sans vraiment le connaître. Marina commença à comprendre la profondeur de cette affirmation. Avec Daniel, elle sentait que chaque jour, ils découvraient ensemble de nouvelles choses et que leur amitié était une base solide que tous deux appréciaient, sans la pression de vouloir forcer une relation. Marina avait l'impression de construire quelque chose de vrai. Un après-midi d'automne, alors qu'ils se promenaient ensemble dans le parc, Daniel lui parla de ses rêves et de ses peurs. Marina écoutait attentivement, ressentant une connexion spéciale, une qui allait au-delà de la simple attirance physique ou du désir de combler un vide. Ce jour-là, pour la première fois, elle sentit que son cœur commençait à battre différemment quand elle était avec lui. Mais elle n'était pas pressée et se rappelait le conseil de Rolando. Seulement quand tu connais vraiment quelqu'un, tu peux savoir si c'est la personne avec qui tu souhaites créer un lien plus profond. Plus d'1 an et demi s'écoula à partager des moments ensemble, à se connaître un peu plus chaque jour. C'est pendant cette période que Marina commença à remarquer quelque chose de différent. Daniel était son soutien, son confident, et sa présence lui apportait du calme. Elle aimait voir comment il se comportait dans des situations difficiles. Il trouvait toujours un moyen de résoudre les problèmes avec sérénité et montrait du respect et de l'empathie envers tous ceux qui l'entouraient. Sans s'en rendre compte, chacun de ces détails construisait une admiration sincère en elle. Au fil du temps, ils développèrent une routine de petits rituels d'amitié. Des après-midi café, des visites de galeries d'art et de longues promenades où ils partageaient leurs rêves, leurs objectifs et aussi leurs craintes. Chaque rencontre renforçait la connexion qu'ils avaient, et Marina commença à réaliser que, sans le vouloir, ses sentiments pour lui s'approfondissaient. Mais cette fois-ci, il n'y avait ni anxiété ni urgence, seulement la tranquillité de savoir qu'elle était en train de connaître quelqu'un de vrai.
Une nuit, après une exposition à laquelle ils avaient tous deux participé, ils se retrouvèrent seuls dans le studio, riant et se remémorant des anecdotes de l'événement. L'atmosphère était détendue et, dans un moment de silence, Daniel la regarda fidèlement, comme si elle tentait de dire quelque chose d'important. Marina ressentit une chaleur intérieure, une paix qui contrastait avec les amours passés qu'elle avait vécus. Elle savait que ce lien qu'ils étaient en train de créer était spécial, différent, et elle commença à se demander si c'était le type d'attachement correct que Rolando suggérait. L'idée de commencer une relation avec Daniel, après plus d'1 an et demi d'amitié, lui semblait un pas naturel. Ce n'était pas quelque chose d'impulsif ni basé sur des émotions passagères. C'était le résultat de tout le temps qu'ils avaient partagé et de la sécurité que tous deux ressentaient. Marina se rendit compte qu'en suivant le conseil de connaître d'abord quelqu'un comme ami, elle évitait les idéalisations et construisait une connexion réelle basée sur l'admiration et le respect mutuel. Un jour, lors d'une de ses promenades, Daniel lui prit la main. Ce fut un geste simple, mais plein de signification. Pour Marina, cet acte représentait tout ce qu'ils avaient reconstruit ensemble. Elle se rappela le conseil de Rolando. L'attachement est inévitable, mais la clé est de choisir quelqu'un qui a vraiment gagné cet espace dans ta vie. Avec Daniel, elle sentait qu'elle avait trouvé cette personne. Ils avaient construit un lien qui ne dépendait pas de la nécessité de combler des vides, mais de la connexion authentique qu'ils avaient forgée. Marina comprit alors qu'elle avait commencé un nouveau chapitre de sa vie. Avec Daniel, elle avait trouvé la paix qu'elle avait tant recherchée. C'était une connexion qui ne découlait pas de la dépendance, mais du choix conscient de partager sa vie avec quelqu'un qu'elle avait appris à connaître profondément. Ainsi, Marina, en suivant les pas d'une amitié sincère, apprit à tomber amoureuse de manière correcte. Chaque jour qu'elle passait avec lui, Marina réalisait combien elle avait appris dans ce processus. Elle s'était transformée et son cœur était prêt à aimer depuis un endroit sain et équilibré. Elle remerciait l'amitié qu'ils avaient reconstruite et sentait que celle-ci serait la base solide d'un amour qui, à la différence du passé, ne dépendrait pas de combler des carences ni d'idéalisation, mais d'une compréhension mutuelle. Alors que sa relation avec Daniel continuait d'avancer, Marina sentait que chaque moment passé avec lui était une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas d'urgence, seulement une patience qui leur permettait de profiter du présent sans précipiter l'avenir. C'était la première fois qu'elle vivait un amour qui n'était pas une échappatoire, mais un choix conscient. Et c'est dans cette découverte qu'elle trouva le véritable sens de ce que cela signifie de s'attacher à quelqu'un depuis l'amour de soi. Cette amitié d'1 an et demi fut la meilleure chose émotionnelle que Marina aurait pu faire. Chaque pas dans son processus de détachement avec Samuel, chaque conseil de Rolando sur la patience et l'importance de construire une amitié avant une relation, l'avait préparée à ce moment. Elle savait qu'elle était maintenant prête à vivre un amour où elle et Daniel s'acceptaient tels qu'ils étaient, sans illusion, avec une paix que seule la véritable amitié pouvait offrir. Le conseil de Rolando peut s'appliquer à ta vie de manière simple et puissante. Tu as en toi la capacité de transformer la façon dont tu te relationnes. Tu verras que le pouvoir de décider à qui tu t'attaches est entre tes mains et dans ta patience. Il se peut que tu aies ressenti que dans des relations passées, tu t'es laissé emporter par des émotions immédiates ou que le besoin de combler un vide t'a poussé à faire des pas avant de bien connaître cette personne. Mais la vérité est que, lorsque tu prends le temps de connaître quelqu'un d'abord comme ami, tu crées une base solide à partir de laquelle construire quelque chose de vraiment significatif. Imagine à quel point ta vie serait différente si tu choisissais des relations depuis le calme, en prenant le temps de voir comment cette personne est réellement. C'est ce que signifie une amitié froide avant un amour brûlant, comme l'explique Rolando. En d'autres termes, tu te permets d'explorer qui est cette personne sans ajouter la pression des sentiments intenses. Ainsi, tu peux observer sans distraction l'essentiel de cette personne et te demander si elle correspond à ce que tu désires pour ta vie. Ici entre en jeu quelque chose de très important, la patience. Tu as l'opportunité de te permettre de connaître cette personne de manière naturelle, sans te précipiter. Parfois, nous nous précipitons à nous donner, car nous voulons que quelqu'un comble un vide. Mais la véritable valeur de cette pratique
est que tu peux faire en sorte que chaque interaction et chaque conversation te montre qui est réellement l'autre personne. En faisant cela, tu réalises que chaque aspect de sa personnalité et de ses valeurs se révèle peu à peu. Et toi, au lieu d'idéaliser, tu te permets de voir la réalité. Rolando parle de ce type de connaissance comme fondamentale lorsque tu connais quelqu'un sur un plan d'amitié. Cette froideur ne signifie pas un manque d'intérêt, mais une opportunité d'évaluer d'une perspective plus claire. Tu peux apprendre à remarquer comment cette personne se relie aux autres, comment elle traite ses amis et sa famille, et comment elle agit dans différentes situations. Ce type d'observation te donne une carte claire sur son caractère, ce qui serait très difficile à voir si tu étais piégé dans un nuage d'émotions. En mettant en pratique ce conseil, tu auras l'espace pour identifier tes propres besoins et non seulement tes désirs momentanés. Au lieu de te concentrer sur l'attraction immédiate, tu peux te synchroniser avec ce dont tu as réellement besoin sur le plan émotionnel et mental. Parfois, l'attachement surgit lorsque nous croyons que cette personne est la réponse à nos insécurités ou à nos problèmes internes. Mais quand tu commences par une amitié, tu réalises que la vraie valeur d'une relation réside dans ce que les deux peuvent te construire ensemble. Cette approche a aussi le pouvoir de te préserver de souffrances inutiles en te permettant de construire d'abord une relation d'amitié. Tu peux établir des attentes saines et observer s'il y a réellement compatibilité. Tu as le pouvoir d'éviter les erreurs communes de te donner trop vite ou de projeter des qualités sur l'autre personne qui ne sont pas réelles. Rolando suggère cette approche car il sait que l'attachement n'est pas quelque chose de négatif si cela se fait avec conscience et au bon moment. De plus, prendre le temps de connaître quelqu'un à partir de l'amitié te donne un avantage incroyable. Tu peux te rendre compte si cette personne est vraiment cohérente avec ses mots et ses actions. Tu as l'opportunité d'observer comment elle réagit dans les moments difficiles. Et c'est un indicateur très précieux. Souviens-toi que quelqu'un qui en vaut la peine pour toi est quelqu'un qui agit avec authenticité et qui montre respect et engagement de manière constante. En appliquant ce conseil dans ta vie, tu ne réaliseras pas seulement qui est réellement l'autre personne, mais aussi qui tu es. La patience te permettra de voir tes propres forces et faiblesses dans une relation, sans dépendre émotionnellement de personne d'autre. En choisissant depuis l'amitié, tu auras un plus grand contrôle sur tes émotions, car tu ne seras pas emporté par le désir immédiat de combler un vide, mais par l'intérêt sincère de construire quelque chose de solide et de réel. C'est une manière d'ouvrir la voie à une relation saine, une dans laquelle les deux se trouvent à leur meilleure version. Si tu décides de l'appliquer, tu verras comment l'amour devient quelque chose de plus grand que la simple attraction. Le véritable amour est celui qui naît d'un choix conscient, d'un processus où les deux se connaissent et s'acceptent tels qu'ils sont, sans attente irréaliste. Avec le temps, tu découvriras que c'est la base la plus solide que tu puisses construire pour une relation. Et souviens-toi, il ne s'agit pas de chercher quelqu'un qui te fasse sentir complet, mais de trouver quelqu'un qui te complète, quelqu'un avec qui tu peux être toi-même sans prétention. L'amitié te donne cette liberté. Elle te permet de construire une relation basée sur le respect et l'authenticité où les deux peuvent être vulnérables sans crainte d'être jugés. C'est ainsi que l'on peut s'attacher à quelqu'un sans tomber dans la dépendance. Tu as l'opportunité de construire un amour qui te donne paix, un amour où les deux grandissent ensemble et trouvent leur propre sens d'indépendance et de liberté. Ce type de relation se nourrit de l'authenticité et de la patience, et c'est précisément cela qui la rend si unique. Quand tu suis le conseil de Rolando, tu comprends qu'un amour authentique se construit jour après jour, avec du temps et de la patience, et que les liens les plus profonds sont ceux qui n'ont pas besoin d'être précipités. Permette-toi d'expérimenter cette forme de connexion. Imagine ce que ce serait de tomber amoureux de quelqu'un après l'avoir connu pendant 1 an ou plus en tant qu'ami. Tu aurais vu ses vertus et ses défauts, ses rêves et ses peurs, et tu saurais si tu peux vraiment construire quelque chose avec cette personne. C'est un chemin où tu ne fais pas que t'attacher, mais tu le fais avec sagesse et conscience, sans te perdre dans le processus. Alors, quand tu penses à construire une relation, souviens-toi que tu as le pouvoir de choisir. Tu peux décider si tu veux un amour qui émerge de la précipitation et de l'idéalisation, ou un amour qui naît de la patience et du respect. Choisis d'abord de te connaître toi-même, puis cette personne. Ce choix t'appartient, et avec lui tu peux façonner une relation pleine de paix et de stabilité.
À chaque étape, chaque conversation et chaque moment que tu partages depuis l'amitié, tu cimentes l'avenir d'une relation qui a une base solide et durable. Ce conseil de Rolando est une invitation à prendre le temps nécessaire et à permettre à l'amour de croître naturellement. Souviens-toi que l'attachement n'est pas quelque chose que tu dois éviter, c'est une partie de toi. Mais quand tu sais choisir à qui tu t'attaches, ce lien devient une source de paix. Finalement, c'est toi qui décides comment tu veux construire tes relations et quel type de personne tu souhaites avoir à tes côtés. Il ne s'agit pas d'éviter l'attachement, mais de le choisir avec sagesse. Ainsi, tu auras l'opportunité de construire une histoire authentique, une histoire qui te permettra de te sentir complet et en paix. Maintenant, je veux savoir de toi. Comment appliqueras-tu ces conseils dans ta vie? Quels aspects penses-tu changer ou renforcer dans tes relations? Raconte-nous si cette approche a résonné en toi, si tu as réalisé quelque chose de nouveau sur l'amour et l'attachement. Nous aimerions lire vos expériences et apprendre ensemble de chaque histoire partagée, créant une communauté où nous pouvons tous grandir et mieux nous comprendre. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.